Et dans le paquet de globules sont nés plusieurs amas d'étoiles. Voilà. Après, si on prend une étoile, en fonction de sa masse, et uniquement en fonction de sa masse, donc si elle fait moins de 0,08 masse solaire, donc un douzième de masse solaire, c'est une naine brune. La fusion ne démarre pas, elle ne s'allume pas. Si elle fait plus de 0,08 et moins de 0,8 masse solaire, c'est une naine rouge qui va durer très très longtemps, plus que la vie de l'univers. Entre 0,8 et 8 masses solaires, on a toutes les étoiles. Centrées, donc la plupart, ce sont des naines jaunes. Elles vont consommer, voilà, ça sera dans l'atelier étoile 2,5 et 3. On va voir ce qu'elles font durant leur vie. Elles vont finir en géantes rouges. Les couches extérieures se dilatent jusqu'à occuper un grand volume dans l'espace. Elles vont exploser, mais pas un gros boom, enfin à l'échelle stellaire, hein. Il ne faut pas être trop près quand même. Mais voilà, elles vont expulser gentiment par bouffée leur couche externe dans le milieu interstellaire. Et ça va donner des magnifiques nébuleuses planétaires, donc, qui sont les plus beaux objets qu'on puisse observer. Selon moi. Selon moi, et donc, selon tout le monde. Non, c'est beau, les amas, les nébuleuses planétaires, voilà, c'est magnifique. C'est des objets petits, bien trucs, avec des jolies couleurs, des filaments bien dessinés, c'est beau. Et au centre, il reste ce qu'il reste de l'étoile qui est morte, c'est-à-dire une naine blanche, dont le cœur fait moins de 1,4 masse solaire. C'est la limite de Chandrasekhar, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc le cœur doit faire moins de 1,4 masse solaire. Et cette naine blanche, elle va se refroidir pendant des milliards d'années, des dizaines de milliards d'années. Parce que la densité est énorme. Voilà, là c'est des centaines de tonnes par centimètre cube. Donc c'est déjà du lourd. Si elle fait plus de 8 masses solaires, dans ce cas-là, on va avoir aussi une super géante rouge. Donc l'étoile est déjà costaud. Donc quand elle va expulser ses couches externes, ça va être très très costaud. Et elle va finir en supernova. Parce qu'il y a assez de matière pour que la fin se passe mal. Donc alors, la supernova, c'est pas toujours cataclysmique. Quand on parle de supernova, juste après, je crois qu'il y a un truc. Il y a la 1A qui est vraiment boum, mais c'est un cas très particulier là. La supernova normale, c'est explosif. Quand même, voilà. Mais c'est pas la 1A dont on entend tout le temps parler, voilà, la supernova boum. Qu'on détecte dans les autres galaxies, qu'on voit, enfin, qu'on voit même en plein jour, il y en a eu quelques-unes, etc. dans notre galaxie. Donc, à la fin de ça, après la supernova, si le cœur fait entre 1,4 et 3 masses solaires, on se retrouve avec une étoile à neutrons. Donc en fait, on se retrouve avec un paquet de neutrons tassés les uns contre les autres. Donc là, la densité, la densité de matière est monstrueuse. Donc la déformation de l'espace-temps est monstrueuse, mais on n'atteint pas la fameuse limite que si le cœur qui reste après la supernova fait plus de 3 masses solaires, la densité de matière est telle que le creux la déformation de l'espace-temps est telle qu'on a une singularité et un trou noir. Donc, voilà, donc la lumière ne pourra plus s'en échapper, d'où le nom, trou noir, etc. Ça, c'est une notion qui a été pondue par par Pierre-Simon de Laplace et un autre au XVIIIe siècle. Ils ont calculé que voilà, à quel moment la gravité devenait tellement importante que la lumière ne pouvait plus s'échapper, la vitesse de libération était supérieure à la vitesse de lumière. Mais le vrai concept lié à la relativité générale, qui explique le trou noir vraiment, ça date que des années 20, donc il y a une solution des équations qui a donné ça. Et donc quand l'étoile explose, alors quand elle chasse ses couches externes en nébuleuses planétaires ou quand elle explose en supernova, ça retourne dans le milieu interstellaire, ça redonne un nouveau nuage interstellaire qui va rester là à végéter pendant longtemps. Et peut-être, à un moment,
il va se refaire à une surdensité locale, un globule de Brock, va y naître les étoiles. Seulement les étoiles qui vont naître, elles vont récupérer les atomes qu'il y a déjà. Les atomes plus lourds que le truc. Et donc elles vont pouvoir faire des choses un petit peu plus lourdes. Et à force que ça se fasse, parce que les atomes plus lourds que le fer, qui est qu'à la moitié du tableau de Mendeleïev, ils ne peuvent se produire que dans une seule situation, c'est celle-là. Donc tous les atomes plus lourds que le fer ne se font que pendant le supernova. Donc il ne faut pas les louper. Donc, ce qui explique aussi qu'il n'y en a pas énormément. Mais voilà. Voilà, oui, donc les fameux supernovas. Donc la supernova classique, c'est la 1B, 1C et 2. C'est lié en fait au... On verra ça dans les ateliers 2,5 et 3. C'est lié aux classes de luminosité. Non, si, classe de luminosité. Dans L, c'était donc une binaire avec une naine blanche qui avait déjà... Donc qui était une étoile plus petite qui était morte avant. Il restait que la naine blanche au milieu. Et cette naine blanche, elle attire la matière d'une autre étoile qui n'est pas morte encore. Donc la matière de notre étoile tombe dans cette naine blanche jusqu'à atteindre la limite de Chandrasekhar de 1,44 masse solaire. Et à ce moment-là, ça redémarre la naine blanche. Mais pas assez. Et donc là, il y a un système très complexe qui se produit, mais qui aboutit à une explosion vraiment cataclysmique, voilà, de l'étoile. Et les supernovas, c'est les supernovas, quoi. Ça claque. Et alors, ce qu'on supernova, ça vient pas, enfin on croyait, mais non. Donc la nova, c'est pas une étoile qui meurt. En fait, c'est une naine blanche sur laquelle est en train de tomber de la matière. Et en fait, c'est le processus le plus qui permet de récupérer le plus d'énergie. C'est la... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. C'est tous les disques d'accrétion. En fait, quand la matière se frotte en accélérant, en tombant dans un trou noir, autour d'une naine blanche, autour d'une étoile à neutrons, dans un pulsar, etc., c'est là qu'on arrive à transformer le plus de masse en énergie. En fait. Donc c'est pour ça que dans une nova, cette matière qui tombe en tourbillonnant sur l'étoile, parce qu'elle est aspirée par l'étoile, il y a une friction énorme, il y a un rayonnement énorme, et donc cette énergie, elle est dissipée en lumière. Et donc on voit des étoiles qui éclairent plus, tout à coup, enfin il y a un point qui apparaît, qui se met à éclairer, ou enfin une étoile qui existait mais qui était très peu lumineuse et qui en gros se met à éclairer beaucoup pendant un bon moment jusqu'à s'éteindre. Donc voilà, soit ça arrive à démarrer de la fusion nucléaire dans le disque d'impression. C'est pas forcément. Et voilà. Le prochain coup, c'est le coup de masse. Mais je ne vais pas l'étudier de A jusqu'à Z, hein, ce n'est pas le but de la séance. C'est simplement un prétexte, finalement, pour vous parler d'un certain nombre de grandeurs qui caractérisent chaque étoile, à savoir leur luminosité. Donc, Raphaël en a déjà parlé, je vous donnerai une définition simple de la luminosité. Je vous reparlerai de la température des étoiles, mais moi, à la différence de Raphaël, je vous parlerai de la température de surface des étoiles. C'est ça qui m'intéresse. Alors, Raphaël vous a parlé de la température dans le cœur des étoiles. Hein. Moi, c'est la température simplement de surface. Je vous reparlerai un petit peu de leur taille, de leur couleur, et puis des magnitudes. Hein. Tu l'as évoqué. Donc, R, Bruxelles, c'est vrai que c'est plus facile de dire diagramme HR plutôt que diagramme d'Ersprung-Bruxelles. Alors, je vous propose de nous ramener un siècle en avant. Alors, imaginons-nous, au début du XXe siècle, à cette époque, les astronomes avaient déjà étudié des étoiles dépend de leur température de surface. Et autre question, si oui, est-ce que la luminosité ne dépend que de la température de surface, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent jouer un rôle?
Alors, comment mettre en évidence simplement un lien, une relation éventuelle entre ces deux grandeurs? Ben, c'est pas compliqué. Il suffit de représenter un certain nombre d'étoiles sur un graphique à 2 dimensions. Sur un axe, on mettra l'une de ces deux grandeurs, et sur l'autre axe, on mettra l'autre grandeur. Alors, le choix qui a été fait par Hertzsprung et Russell est le suivant. Ils ont gradué l'axe vertical en luminosité. Voilà, donc symbolisé par la lettre L majuscule, la première lettre du mot luminosité. Ils ont aussi fait le choix suivant, la luminosité croît du bas vers le haut. Autrement dit, dans un tel graphique, on dit aussi diagramme, d'où diagramme H, hein, dans un tel graphique, les étoiles qui auront une grande luminosité seront en haut, et celles qui auront une faible luminosité seront en bas. Voilà. Donc si la luminosité est portée sur l'axe vertical, eh bien, la température de surface sera portée sur l'axe horizontal. Voilà. L'inverse aurait pu aussi se faire. Alors, voici la température, représentée par la lettre T majuscule. Alors, bizarrement, en général, quand on a un graphique à 2 dimensions, la grandeur portée sur l'axe vertical croît du bas vers le haut, c'est le cas, et la grandeur portée sur l'axe horizontal croît de la gauche vers la droite. Là, le choix qui a été fait à l'époque est inverse. La température superficielle croît de la droite vers la gauche. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un Danois. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais les deux ont fait la même chose. Ouais. Autrement dit, dans ce diagramme-là, les étoiles les plus froides, celles qui ont la plus basse température de surface, seront donc à droite, et les plus chaudes sont à gauche. Oui, mais c'est vrai que même quand il y a une diagonale comme la séquence principale, oui, on aime bien qu'elle aille de bas en bas à gauche vers le haut à droite. Ouais. Oui. Partout on voit ça. Dans un tel graphique, dans un tel diagramme, quand on a des étoiles sur la même verticale, ça signifie qu'elles ont la même température de surface. Donc là, elles n'ont pas du tout la même luminosité. Celle-ci est la plus haute, donc elle a la plus grande luminosité. Celle-ci est la plus basse, elle a la plus petite luminosité. Mais comme elles sont sur la même verticale, elles ont la même température. Voilà, donc je résume sur ce graphique qu'on appelle diagramme HR. Les étoiles très lumineuses sont en haut, les moins lumineuses sont en bas, les plus froides à droite, les plus chaudes à gauche. Voilà. Alors, comment en pratique Hertzsprung et Russell ont fait? Je vais vous montrer un exemple sur 2 étoiles, mais d'une manière très simple et sans prendre de chiffres. Alors le Soleil, comment placer le Soleil sur un tel graphique? Eh bien, première chose, il faut connaître sa température de surface. Bon, je l'ai noté T1, 5500 degrés Celsius à peu près. Je n'ai pas mis la valeur, j'ai marqué T1. Le Soleil, il a aussi une luminosité, je l'ai noté N1. Elle a une certaine valeur, je ne mets pas la valeur. Ben, quand on connaît la luminosité du Soleil et sa température de surface, ben, sur ce diagramme, c'est très facile de placer le Soleil. Voilà. Deuxième exemple, Antares, de la constellation du Scorpion. Alors, Antares a une température T2. On remarque qu'elle est plus à droite que T1. Or, la température croît de droite à gauche. Ça veut dire que T2 est plus faible que T1. Antares sera une étoile plus froide que le Soleil. 5500 degrés Celsius à peu près pour le Soleil. Là, c'est autour de 3300 degrés Celsius. Antares a une luminosité, L2, mais L2 est bien supérieure. Et la luminosité croît du bas vers le haut. Ça veut dire qu'Antares, bien qu'elle ait une température de surface plus faible que le Soleil, Antares a une luminosité beaucoup plus importante que le Soleil. Connaissant ces 2 informations, ben, il sera facile de placer Antares sur ce diagramme. Voilà. Eh bien, ce que j'ai fait, moi, très vite, sans prendre de valeur pour 2 étoiles, Hertzsprung et Russell l'ont fait pour des centaines. 300. Il y en a 300. Hertzsprung avait fait, en gros, le même travail, mais Hertzsprung, il s'intéressait aux amas stellaires. Et lui, dans son diagramme, il plaçait les comptes, en gros, que les étoiles sur ce graphique ne sont pas distribuées au hasard. Si c'était au hasard, on en trouverait partout.
Or, il y a des zones quasiment vides. Il dit, là, il y a une sorte de triangle où il n'y a pas grand-chose. Et puis il dit, là aussi, il n'y a pas grand-chose. Donc les étoiles, sur ce diagramme luminosité-température, ne sont pas distribuées au hasard. Et Russell voit aussi deux zones de concentration d'étoiles. Il dit que les étoiles, on les trouve notamment dans cette bande diagonale, ici. Ces deux traits, c'est pas moi qui les ai mis, c'est Russell. Et il trouve aussi une autre zone de concentration ici, dans une bande presque horizontale. Ces deux traits, c'est moi qui les ai mis. Pour que ça ne s'observe plus, parce que ce n'est pas forcément évident de voir ici une autre zone de concentration d'étoiles. Alors, examinons chacune de ces deux zones. Celle-ci d'abord. Alors là-dedans, on y trouve, c'est une bande diagonale, donc on y trouve la très grande majorité des 300 étoiles qu'avait représenté Russell. Un peu plus de 80%. Plus de 80% des 300 étoiles sont là, dont le Soleil d'ailleurs. Le Soleil est ici. Et cette zone de regroupement d'étoiles, cette zone de concentration, a été appelée séquence principale. Principale parce que c'est là qu'on y retrouve la majorité des étoiles qu'avait représenté Russell. Alors je vous propose d'examiner un petit peu plus cette bande-là. On va se placer ici, en bas. On est en bas, donc on a des étoiles peu lumineuses. Et on est à droite, donc on a des étoiles qui sont froides. On va, donc j'ai mis une flèche, et on va laisser se déplacer la flèche le long de cette bande diagonale. Au fur et à mesure que cette flèche se déplace, on monte. Donc les étoiles sont de plus en plus lumineuses, puisqu'on monte. Mais on va sur la gauche. Donc les étoiles sont de plus en plus chaudes. Donc on est parti d'étoiles froides et peu lumineuses, et on va vers les étoiles très lumineuses et chaudes. Donc la question que se posaient les astronomes, et notamment Hertzsprung et Russell, qui était, y a-t-il un lien entre la luminosité des étoiles et leur température? Ben, à l'évidence, oui. Parce que quand on se déplace comme ça, les étoiles sont de plus en plus lumineuses et leur température augmente puisqu'on va sur la gauche. En clair, la luminosité croît avec leur température de surface. Alors, ce qui n'est pas du tout incompréhensible finalement. Hein. Intuitivement, on comprend que plus une étoile est chaude, en quelque sorte, plus sa température de surface est élevée, on peut concevoir qu'elle est plus lumineuse. Voilà, donc, bon, ma foi, c'est pas étonnant. Alors ça, c'est donc la preuve de regroupement d'étoiles, c'est cette bande quasi horizontale. Et cette bande, elle est vers le haut. Donc on a affaire ici à des étoiles très lumineuses, puisqu'on est vers le haut. Et en plus, Hertzsprung et Russell ont constaté que toutes ces étoiles qui sont là sont des étoiles très grosses, très volumineuses, beaucoup plus grosses que celles de la séquence principale. Hertzsprung a proposé de les appeler des géantes. C'est le terme qui est resté. Voilà. Donc, étoiles très lumineuses et très grosses, beaucoup plus que celle-ci. Alors, par exemple, il y a Arcturus, de la constellation de Bouvier, son rayon, 25 fois celui du Soleil, hein, ce qui est déjà pas mal. Antares, du Scorpion, son rayon, alors c'est pas Bételgeuse, mais c'est déjà pas mal, 700 fois à peu près le rayon du Soleil. Donc c'est vraiment des grosses étoiles. Alors, on en est donc à deux zones de concentration d'étoiles dans ce diagramme. Les étoiles de la séquence principale, dont le Soleil fait partie, et les géantes. Alors, tout à l'heure je vous ai dit, la question que se sont posées les astronomes, c'est est-ce que la luminosité dépend de leur température de surface? Et si oui, est-ce qu'elle ne dépend que de la température de surface? Alors on va essayer de répondre à cette question. J'ai tracé une verticale. On a dit tout à l'heure que toutes les étoiles dans ce diagramme qui sont sur la même verticale ont la même température. Mais, alors ces étoiles qui sont là, et celles-ci, ont la même température de surface. Mais elles n'ont pas du tout la même luminosité, puisque
puisque celles-ci sont beaucoup plus hautes dans le diagramme par rapport à celles-ci. Celles-ci sont beaucoup plus lumineuses que celles-ci. On a donc affaire à des étoiles qui ont la même température sans avoir la même luminosité. Or, tout à l'heure, on a dit que la luminosité dépendait de la température. Eh bien, pas uniquement. Alors, ça pourrait dépendre de quoi, finalement? Leur dimension. En fait, eh bien, celles-ci font partie des géantes. Elles sont très grosses. Elles sont beaucoup plus grosses que celles-ci. Et elles ont la même température. Autrement dit, à température égale, les étoiles les plus lumineuses seront les plus grosses. Voilà. Donc, il y a non seulement la température qui joue un rôle dans la luminosité, mais aussi la taille, la grosseur. Voilà. Donc, la luminosité ne dépend pas que de la température. À température égale, ce sont les plus grosses qui sont les plus lumineuses. Alors, c'est la seule formule que je donnerai, hein, puis on s'en fiche à la limite, mais c'est une formule qui donne la relation entre luminosité, la taille c'est un rayon, hein, voilà, et la température. Et ça s'appelle la loi de Stefan Boltzmann. Stefan et Boltzmann étaient deux physiciens autrichiens. Stefan a trouvé cette loi par l'expérience, plutôt, empiriquement, on va dire, d'une manière empirique, et Boltzmann l'a trouvé, lui, quelques années après, mais à partir de la théorie. Voilà. Et on les a associés, ça s'appelle la loi de Stefan Boltzmann. Donc luminosité, le rayon de l'étoile, sa température de surface, ça c'est une constante qui a une certaine valeur, on s'en fiche. À température égale, la luminosité sera d'autant plus importante que le rayon sera élevé, donc que la taille sera grande. Et à taille égale, la luminosité sera d'autant plus importante que la température de surface sera élevée. Donc il y a ces deux facteurs qui jouent un rôle. C'est à la puissance 4 pour 1 pour la température et au carré pour l'autre. Alors, revenons vers 1914. On considérait qu'il y avait deux grandes zones de concentration d'étoiles dans le diagramme Acher, les étoiles de la séquence principale et les géantes. Mais, il y a ici quelques points, pas beaucoup, 2 ou 3, et c'était vraiment une énigme pour Hertzsprung et Russell, parce que ces astres-là, ces étoiles-là, n'appartenaient absolument pas à ces deux zones de concentration. Ces astres-là sont bien en dehors de ces deux zones. Et puis ce sont des astres, des étoiles, qui sont très peu lumineuses, puisqu'on est en bas, mais comme elles sont plutôt sur la gauche, elles sont très chaudes. Et ils ne comprenaient pas bien. Ils ont même été tentés à un moment donné de les ignorer. Ils se sont dit, on a dû faire des erreurs dans les calculs de luminosité, de température, on s'est trompé, on va pas en parler, puis bon, finalement ils se sont dit non. Il faut essayer de trouver ce qui se passe. Et c'est un tout petit peu plus tard, 1915, que ces astres ont été beaucoup plus connus, mieux connus, et on les a appelés des naines blanches. Raphaël en a parlé tout à l'heure. Alors, on peut essayer de comprendre. Donc, ce sont des astres qui sont très chauds, puisqu'on est sur la gauche, mais qui sont très peu lumineux. Alors, comment avoir une très faible luminosité avec une très forte température? Quand même à la puissance 4. Ben, il n'y a qu'une solution. Il faut que ce terme ici soit très faible. Autrement dit, ce sont des astres très petits, d'où l'expression de naine. Voilà. Donc ce sont des astres qui typiquement ont la taille de la Terre. Donc pour une étoile ou pour un résidu d'étoile, c'est extrêmement faible. Voilà. Donc faible luminosité, grande température. Pour y arriver, il faut que ça soit très petit, d'où l'expression de naine. Voilà. Alors, donc j'en reviens au tableau qu'a montré tout à l'heure Raphaël. Donc à gauche, vous avez le diagramme de Russell, 1914. Il y avait 300 étoiles.
Ça, c'est la version moderne. Chacun des points dans ce diagramme représente une étoile. Il y en a 22 000. Voilà. Alors, on retrouve quand même des choses, hein, bien sûr. Alors, les géantes. Ici, on les retrouve là, dans la version moderne. La séquence principale, voilà, où on y trouve la très grande majorité des étoiles, plus de 80%. On y trouve les naines blanches, sauf qu'en 1914, on en connaissait 2 ou 3, on en avait découvert que 2 ou 3. Là, on en connaît beaucoup mieux. Et depuis 1914, on a mis en évidence d'autres zones de concentration d'étoiles que n'avait pas détecté, qu'on ne connaissait pas à cette époque-là. Alors, il y a donc ici les supergéantes, dites lumineuses, les supergéantes ordinaires, moins lumineuses. Il y a les géantes lumineuses, donc les géantes étaient connues, il y a les sous-géantes. Voilà. Donc voici les principales zones de concentration d'étoiles. Alors, puisque Raphaël, j'avais pensé faire l'impasse, mais Raphaël en a parlé tout à l'heure, je vais peut-être le dire maintenant sur les classes de luminosité, ouais. Finalement, hein, c'est là. Alors, chacune de ces zones de regroupement de concentration d'étoiles correspond à ce que on appelle des classes de luminosité. On pourrait dire d'une certaine manière que les étoiles ont été classées selon leur luminosité en plusieurs familles qu'on appelle des classes de luminosité. Voilà. Et qui sont identifiées par des chiffres romains. Alors, les supergéantes, eh bien, on dit que leur classe de luminosité, c'est 1 en chiffre romain. Alors, il y a même des subdivisions. Les supergéantes lumineuses ont une classe de luminosité 1A. Les supergéantes ordinaires, 1B. Alors, quand un astronome dit cette étoile a une classe de luminosité 1, 1A ou 1B, on s'en fiche, ça veut dire que c'est une supergéante. Ça veut dire ça. Les géantes lumineuses ont une classe de luminosité identifiée par le chiffre 2. Quand un astronome dit cette étoile a une classe de luminosité 2, ça veut dire que c'est une géante lumineuse. Voilà. Et puis ainsi de suite, il y a les géantes, classe de luminosité 3, les sous-géantes C4, et les étoiles de la séquence principale C5. Voilà. Alors le Soleil fait partie de la séquence principale, j'en parlerai tout à l'heure un petit peu plus. On dit que sa classe de luminosité c'est 5. Voilà. Bon, enfin bon, je dirais que c'est un petit détail. J'avais presque pensé faire l'impasse, puis comme tu en as parlé, je le signale ici. C'est vrai que quand on donne les caractéristiques des étoiles, tout à fait. Il y a toujours voilà. cette notion. Le voilà. Soleil c'est un G2, 5. Voilà, c'est ça. Et... Allez. Mais après c'est pas très important. Alors, la luminosité, bon, ben, ça fait longtemps qu'on en parle, Raphaël en a parlé tout à l'heure, j'en ai parlé, bon, mais il faut bien définir ce qu'on appelle la luminosité finalement. Hein. Eh bien, c'est simple, c'est la puissance rayonnée par l'étoile dans toutes les directions de l'espace. On la représente par la lettre L et on l'exprime en n'importe quelle puissance, en watts. Voilà, tout simplement. Une toute petite remarque, c'est que ici, ce sont les luminosités, les étoiles, mais elles ne sont pas exprimées en watts. Elles sont exprimées par rapport à celles du Soleil. Ce sont des luminosités solaires. Quand c'est marqué par exemple 10 000, ça veut dire que toutes les étoiles qui sont sur une horizontale passant par la radiation 10 000 sont 10 000 fois plus lumineuses que le Soleil. Ça veut dire ça. Mais c'est par rapport au Soleil. Quand c'est marqué 0,001, ça veut dire que toutes les étoiles qui seront sur une horizontale passant par cette graduation seront 1000 fois moins lumineuses que le Soleil. Donc c'est pas en watts, c'est des luminosités solaires. Et le Soleil, ben, c'est 1. Voilà. Donc le Soleil est quelque part ici. Alors, quelques exemples. Antares, donc j'ai parlé tout à l'heure, a une luminosité 80 000 fois supérieure à celle du Soleil. L'étoile polaire a
à une luminosité 2400 fois supérieure à celle du Soleil. Voilà. Alors on la voit moins, mais parce qu'elle est plus loin. Voilà, alors la luminosité du Soleil, je vous la donne quand même, en watts, hein, mais c'est tellement énorme qu'on a de la peine à se représenter ce que c'est à peu près 400 millions de milliards de watts. Voilà, ça c'est la luminosité du Soleil. Et pour Antares, vous multipliez ça par 80 000, et pour l'étoile polaire, vous multipliez ça par 2400 par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose d'énorme. Allez, je vais passer maintenant à la couleur. On va voir qu'il y a un lien entre couleur et température, et on peut se poser des questions. Et pourquoi il y a des étoiles bleues, pourquoi il y a des jaunes, pourquoi il y a des rouges? Alors quand on regarde le ciel, rapidement, on voit, donc à l'œil nu, on voit des étoiles scintiller. Elles apparaissent au premier abord toutes blanches. Mais si on regarde attentivement les étoiles qui brillent beaucoup, les étoiles très brillantes, eh bien, on peut s'apercevoir que certaines tirent sur l'orange, d'autres tirent sur le bleu. Et si on regarde avec un télescope, bien évidemment, non seulement on verra beaucoup plus d'étoiles, mais on percevra bien mieux leur couleur. Alors, comment expliquer tout ça? Alors, on va revenir un petit peu à Newton. Newton, donc surtout connu, Saint Newton, surtout connu pour sa loi sur la gravitation universelle, mais il a fait aussi beaucoup de travaux, entre autres dans le domaine de l'optique. Alors, ça c'est une image qui montre une expérience de Newton. Newton, il écrit ceci, en l'an 1666, hein, tout ça c'est vieux, hein. Je me suis procuré un prisme triangulaire en verre pour faire des expériences sur les fameux phénomènes des couleurs. Ça veut dire que ce phénomène, que je vais décrire après, il était connu, mais personne ne l'avait expliqué. Hein, c'est Newton qui va l'expliquer. C'est que 57 ans après Galilée, quand on y pense. Tout à fait. Exactement. Après avoir fait l'obscurité dans la chambre et percé un trou dans le volet, ici, pour laisser pénétrer une quantité convenable de lumière solaire, j'ai placé mon prisme devant l'ouverture afin que la lumière soit réfractée, ça veut dire déviée. La lumière est déviée sur le mur opposé. Donc chaque fois qu'il dit ça, je m'imagine toujours Newton en train de percer son volet avec une petite percelette ou je ne sais pas quoi. Bon, à moins qu'il l'ait fait faire par son assistant. C'était plutôt son style. C'était plutôt son style. Et il continue en disant, ce fut d'abord, alors le d'abord ça veut dire qu'il s'est émerveillé, mais après il a expliqué, ce fut d'abord un divertissement très plaisant de contempler les couleurs vives et intenses ainsi produites. Bon, ça c'était l'amusement, après il a expliqué. Ouais. Alors voilà en gros donc, ce qu'il a fait, un prisme de verre, il fait rentrer un faisceau de lumière solaire, quand ce faisceau arrive sur la face d'entrée du prisme, il est dévié, et même déjà décomposé, et à la phase de sortie, il est encore dévié, et on observe ici donc une infinité de lumières colorées qui vont du violet jusqu'au rouge. Et ça, c'était connu avant Newton, mais Newton dit, eh bien, toutes ces lumières colorées qu'on voit ici, en fait, elles étaient présentes dans la lumière blanche. Et le prisme a la propriété de séparer, de disperser, c'est pour ça qu'on parle de dispersion ou décomposition, donc a eu la propriété de disperser toutes ces lumières colorées. Alors qu'est-ce qui se passe si là on met un écran, hein? On met ici un écran, eh bien on va voir cette figure colorée, et c'est ça qu'on appelle un spectre. Et comme c'est de la lumière blanche qu'on a fait arriver sur le prisme, on appelle ça le spectre de la lumière blanche, et on y voit donc toutes les couleurs du violet jusqu'au rouge. Alors, chaque lumière colorée, chacune d'elles, ça s'appelle une radiation lumineuse. Voilà, c'est le terme que les physiciens emploient, et chacune d'elles est caractérisée par une grandeur qu'on appelle sa longueur d'onde. Une radiation lumineuse est caractérisée par sa longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, on la symbolise par la lettre grecque lambda. Comme l'indique son nom, longueur d'onde, c'est une longueur. En général, ça se mesure en kilomètres ou en mètres, etc. Mais les longueurs d'onde des radiations colorées sont tellement faibles qu'on ne les exprime pas en mètres, mais en nanomètres.
Et qu'est-ce que c'est qu'un nanomètre? Eh bien, c'est un mètre divisé par 1 milliard. Voilà, c'est 1 milliardième du mètre, un nanomètre. Alors, en notation, en écriture scientifique, ça se dit 10 moins 9 mètres, mais ça veut dire 1 milliardième du mètre. Ça veut dire ça. Voilà. Alors, l'œil humain n'est sensible qu'aux radiations dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 nanomètres pour le violet extrême, c'est à peu près, hein, et 800 nanomètres pour le rouge extrême. Voilà. Toutes les radiations dont les longueurs d'onde sont en deçà de 400 nanomètres ou au-delà de 800 nanomètres, l'œil ne les verra pas. L'œil ne voit que ça. Et à chacune de ces longueurs d'onde, comprises entre ces deux limites, l'œil va y associer une sensation. Voilà. Alors je vais vous donner quelques exemples. Cette radiation bleue, entre les deux bandes blanches, eh bien, cette radiation bleue a une longueur d'onde de 470 nanomètres. La radiation bleue qui est un tout petit peu à gauche a une longueur d'onde plus faible. La radiation bleue qui est un tout petit peu à droite a une longueur d'onde plus faible. Deux radiations bleues différentes ne peuvent pas avoir la même longueur d'onde. C'est un petit peu comme les cartes d'identité. Deux personnes différentes ne peuvent pas avoir des cartes d'identité avec le même numéro. C'est pas possible. Eh bien, deux radiations différentes ne peuvent pas avoir les mêmes longueurs d'onde. Ce vert a une longueur d'onde de 550 nanomètres, ce rouge a une longueur d'onde de 700 nanomètres. C'est quelques exemples. Voilà. Mais en fait, c'est que notre œil qui détermine ces muscles. Oui, oui, En fait, la couleur, c'est humain. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les radiations lumineuses, c'est-à-dire ça, font partie de ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Alors, on va regarder ça rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Là, vous avez les longueurs d'onde qui croissent de la gauche vers la droite. Alors, les ondes électromagnétiques qui ont les plus faibles longueurs d'onde, ce sont les rayons gamma. L'œil ne les voit pas. Puis on a les rayons X, l'œil ne les voit pas. Puis les ultraviolets, l'œil ne les voit pas. Et le visible, c'est ça. Voilà. L'œil ne voit que ça. Les radiations dont les longueurs d'onde sont entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Après, on a les infrarouges, l'œil ne les voit pas, et puis les ondes hertziennes que j'ai divisées en micro-ondes et en ondes radio. Voilà. Excuse-moi. Elle ne doit pas être en mètres, la longueur d'onde, mais en millimètres. Dans ce schéma. Je sais pas. Et encore. Non, je crois pas. Si, parce qu'en mètres, c'est 10 moins 9. Ah mais non. Là, j'ai simplement rappelé que le spectre visible, dans tout le domaine des ondes électromagnétiques, ce n'est que ça. L'œil ne voit que ça. Mais ça suffit, c'est déjà bien. Mais l'œil ne voit que ça. Voilà. Alors, les étoiles, elles rayonnent dans toutes ces longueurs d'onde. N'importe quelle étoile rayonne. Des rayons gamma, des rayons X, de l'ultraviolet, du visible, de l'infrarouge, des ondes hertziennes. Le corps humain rayonne aussi, hein, mais lui, il rayonne essentiellement dans l'infrarouge. Voilà. On a une luminosité qui est autour de 1500 watts à peu près. Hein. Mais bon, le soleil, les étoiles, c'est pas la même. Alors c'est bien fait qu'on voit pas tout, parce que... Oui, parce que là, on enverrait des choses. Hein. Toutes les ondes radio qui traversent la salle. Et, voilà. Alors, donc, toujours vers ces débuts XXe siècle, hein, fin 1900, un physicien allemand, Max Planck, il met au point de formule, donc il a eu le prix Nobel en 1918, hein, il met au point de formule assez extraordinaire, je vous la montrerai quand même comme ça, hein, qui permet de déterminer la puissance émise par 1 mètre carré de la surface d'une étoile et pour chaque longueur d'onde. Alors je vais vous donner un exemple. Voilà. Allez, imaginons une étoile. Voilà. Et je m'intéresse à 1 mètre carré, j'ai grossi bien sûr, à 1 mètre carré de cette étoile.
cette étoile, comme toutes les étoiles, émet des rayons gamma, des rayons X, de l'ultraviolet, du visible, de l'infrarouge, des ondes hertziennes. Bon. Eh bien, imaginons que la température de cette étoile soit de 3500 Kelvin. Ah oui, on ne l'a pas dit. Comment passer des Kelvin au degré Celsius? On s'exprime en général en degrés Celsius dans la vie courante, mais les physiciens et en astronomie, on utilise beaucoup l'échelle Kelvin. Pour passer des Kelvin au degré Celsius, il faut retrancher 273. Voilà. Bon. Alors, 3500 Kelvin, j'enlève 273, ça doit faire 3227 degrés Celsius. Bon, voilà, on enlève 273. Bon. Eh bien, la formule de Planck, elle permet de calculer que 1 mètre carré de cette étoile à 3500 Kelvin émet dans le violet à 400 nanomètres avec une puissance de 12 000 watts. Voilà, j'ai un petit peu arrondi. Et 1 mètre carré de cette étoile émet du rouge à 800 nanomètres avec une puissance plus forte de 70 000 watts. Voilà ce que perd. Et ça, je l'ai fait pour 2 longueurs d'onde, pour 2 radiations, mais on peut le faire pour n'importe lequel, pour des rayons gamma, pour des rayons X, pour ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que permet de calculer la formule de Planck. C'est quelle largeur de là, parce que c'est pile à 800 nanomètres ou c'est sur une largeur de bande? C'est sur une largeur d'1 nanomètre. D'accord. 1 nano. Voilà. Alors maintenant, je vais changer la température de la surface de l'étoile parce que ça dépend aussi, cette puissance-là émise, pour chaque longueur d'onde et pour chaque mètre carré de la surface de l'étoile, dépend aussi de la température. Là, c'était 3500 Kelvin, je prends 20 000 Kelvin, donc c'est beaucoup plus chaud. Alors 20 000 moins 273, 19 700 et quelques degrés Celsius. Bon, eh bien, une telle étoile émet par mètre carré dans le violet, non pas avec une puissance de 12 000 watts, mais avec une puissance de 75 millions de watts. C'est plus chaud. Et dans le rouge, à 800 nanomètres, c'est pas 70 000 watts, c'est 8 millions de watts. Mais vous voyez que par rapport à avant, c'est un petit peu l'inverse. Tout à l'heure, l'étoile à 3500 Kelvin émettait plus dans moins dans le violet que dans le rouge, et là c'est l'inverse. C'est expliqué qu'on la voit rouge. Voilà, donc si tu dis tout, tu me casses tout. Bon, non, mais c'est ça, voilà. Bien, alors. Mais professeur Jean-Luc, on ne la voit pas violette. Alors, les travaux de Planck ont permis aussi, je le signale au passage, c'est à l'origine de la naissance d'une partie de la physique très importante qu'on appelle la physique. Alors, je vous montre quand même cette formule parce que elle est assez rigolote. Est-ce que je la trouve pas? Non, je suis trop loin? Non, c'est là. Voilà. Bon. Donc, voilà la formule de Planck qui permet de calculer la puissance émise par chaque mètre carré. Tout ça pour avoir sa constante. Hein. Non, mais c'est beau. Bon, ça se démontre, hein, bien sûr. C'est beau. Hein. Bon, donc ça se démontre. Allez, je passe. Bon. Alors, la formule de Planck, on peut aussi, elle permet de tracer des courbes, et c'est peut-être plus parlant visuellement. Hein. Et ces courbes, on les appelle des courbes de Planck. Voilà. Alors ça, c'est un exemple de courbe de Planck pour une étoile dont la température de surface est de 3500 Kelvin. Alors, sur l'axe horizontal, qu'est-ce qu'on y lit? Les valeurs des longueurs d'onde, des radiations qui sont émises par l'étoile. Bon, il y a de l'ultraviolet. Avant, il y aura des rayons X, mais là, il n'y en a pas beaucoup. Puis avant, il y aura des rayons gamma, puis il y a le visible, puis il y a l'infrarouge, puis il y a les ondes radio. Hein, je n'ai pas tout. Et puis, qu'est-ce qu'on lit sur l'axe vertical? Eh bien, on lit P, c'est la puissance émise par 1 mètre carré de la surface de l'étoile. C'est toujours par mètre carré, ça s'appelle la puissance surfacique. Alors, je redonne les valeurs que j'ai mis tout à l'heure. On voit ici qu'une telle étoile à 3500 Kelvin, chaque mètre carré émet dans le rouge à 800 nanomètres avec une puissance de 70 000 watts et dans le violet avec une puissance de 12 000 watts. On voit ici cette courbe qui monte beaucoup. Donc, une telle étoile rayonne bien plus dans le rouge et l'orange que
que dans le bleu et le violet, et même que dans les autres longueurs d'onde. Alors question, quelle peut être la couleur de l'étoile que l'œil va percevoir? Voilà l'œil. Sachant que cette couleur que l'œil va percevoir résulte du mélange de toutes ces radiations et dépend aussi de la puissance avec laquelle les radiations sont émises. Donc cette étoile-là rayonne beaucoup plus dans le rouge et l'orange que dans le violet et le bleu. Alors, j'ai aussi chaque radiation du visible, enfin chaque radiation rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet, hein, je les ai représentées par un trait horizontal. Et plus le trait est épais, plus la radiation correspondante est émise avec une puissance importante. L'étoile émet beaucoup dans le rouge, donc j'ai fait un trait rouge très épais. L'étoile émet peu dans le violet, ben j'ai fait ici du violet ou du bleu très mince. Voilà. Bon, alors? Oui, parce qu'en réalité, dans le spectre, c'est l'intensité lumineuse de la couleur qui nous intéresse. Tout à fait. Il est plus, le rouge sera plus brillant que le... Voilà, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle pourrait être la couleur de cette étoile? Orange. Ouais, orange, voilà, parce que l'œil reçoit beaucoup plus de l'orange et du rouge que les autres radiations. Donc cette étoile, eh bien, elle sera orange, rouge, bon, voilà, c'est l'idée. Et 3500 Kelvin, c'est faible pour une température de surface d'étoile. On dit qu'elles sont froides, ces étoiles-là. C'est pratique, mais elles sont froides. Eh bien, les étoiles froides sont orange ou rouge. C'est ce que disait Raphaël tout à l'heure. Bien, donc ici, on a 3500 Kelvin, une courbe qui monte beaucoup, du violet au rouge. Maintenant, prenons une étoile à 20 000 Kelvin. Là, regardez la courbe de Planck. C'est l'inverse. Là, ça montait du violet au rouge. Là, c'est l'inverse, ça descend du violet au rouge. Ça veut dire qu'une telle étoile à 20 000 Kelvin rayonne beaucoup plus dans le violet et le bleu que dans l'orange et le rouge, et que dans les autres longueurs d'onde. Voilà. Donc, quelle pourra être la couleur de l'étoile? Donc là, j'ai fait l'inverse par rapport à tout à l'heure. J'ai fait un gros trait violet, parce que l'étoile rayonne beaucoup dans le violet, et un petit trait rouge, très fin, parce que l'étoile rayonne peu dans le rouge. Bon, alors, ça va être quoi? Bleu. Bah oui, ça va être bleu ou bleu blanc, enfin voilà. Les étoiles chaudes sont bleues. Voilà, tout simplement. Et puis, on va envisager une troisième situation. Donc là, ça montait beaucoup, la courbe. Là, ça descend beaucoup. Et puis, troisième situation, eh bien, alors, on est à 8000 Kelvin. On n'a pas une courbe plate. Mais c'est pas si loin que ça. Ici, on est dans une situation où l'étoile rayonne à peu près de la même manière dans toutes les longueurs d'onde. Voilà. Il n'y a pas une grosse différence. On n'a pas une grosse pente montante ou une grosse pente descendante. Voilà. Bon, alors, j'ai ici tracé des traits à peu près d'égale épaisseur. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Blanc. Eh ben, oui, ça va peut-être se mélanger, ça va donner du blanc. Voilà. Donc, des étoiles à 8000 Kelvin seront plutôt blanches. Voilà. Alors, un petit résumé. Les étoiles, quelle que soit leur température, émettent toutes les radiations visibles, du violet au rouge, mais les puissances d'émission de ces radiations dépendent de la température de surface de l'étoile. Voilà. Alors, les étoiles dont la température croît de droite à gauche, comme d'habitude, les étoiles dont la température de surface est importante émettent beaucoup plus dans le violet et le bleu que dans les autres radiations, donc elles vont plutôt apparaître bleutées. Voilà. Alors que les étoiles de faible température rayonnent beaucoup plus dans le rouge et l'orange, et donc elles vont apparaître plutôt orangées. Voilà. Alors, là j'ai représenté donc 3 étoiles. Alors Arcturus du Bouvier, 4300 Kelvin, elle est plutôt froide, elle est orangée. Deneb, 8400 Kelvin, elle est blanche, voilà, hein, du cygne. C'est la, voilà, du cygne. Et puis Alcaïde de la Grande-Ourse, elle qui est plutôt bleue parce qu'elle a une température de surface de genre de 20 000 Kelvin. Voilà. Alors, tiens, je vais quand même parler de ça. Oui,
ça sera vite fait. Alors, on a dit tout à l'heure que les étoiles, on pouvait les classer selon leur luminosité en différentes familles. C'est ce qu'on appelle les classes de luminosité, identifiées par des chiffres romains. Mais on peut aussi classer les étoiles selon leur température de surface, en plusieurs groupes, en plusieurs familles, et c'est ce qu'on appelle des types spectraux ou des classes spectrales, et qu'on identifie par des lettres, O, B, A, F, G, K, M. Alors ces lettres d'ailleurs, dans le diagramme H, on les voit ici. O, B, A, F, G, K, M. Et l'axe, et cet axe est aussi gradué en température. Donc il y a un lien entre la température et ces classes spectrales. Alors je vais les faire apparaître d'une manière un peu plus visible, comme ça. Voilà. Alors, à chaque type spectral, O, B, A, etc., correspond un intervalle de température et une couleur. Par exemple, les étoiles de type spectral M ont une température inférieure à 3500 Kelvin. Et elles sont rouges. Les étoiles de type spectral G ont une température de surface comprise entre 5000 et 6000 Kelvin, et elles sont jaunes. Et les étoiles les plus chaudes sont de type spectral O, leur température est supérieure à 25 000 Kelvin, et elles sont bleues. Donc selon leur température, on classe les étoiles en 7 types spectraux. Voilà. Ça, c'est les anglo-saxons qui retiennent cette séquence de lettres. Voilà, par ça. Bien, alors, Arcturus, donc j'ai parlé tout à l'heure, c'est une étoile de type spectral K, elle est orange. J'ai aussi parlé de Deneb, du cygne, autour de 8000 Kelvin, 8400 Kelvin. Là, c'était 4300 Kelvin. 8400 Kelvin, je crois, pour Deneb. Donc, elle est de type spectral A. J'ai parlé d'Alcaïde. Tiens, ça fait du vert, c'était plutôt bleu. Hein. Ça fait vert sur l'écran. Ici, je ne sais pas. C'est cyan. C'est cyan. C'est le cas de dire. C'est bon. C'est cyan, ça Bon, marche. enfin, c'est plutôt bleu. Hein. Oui. Alcaïde est de type spectral, B, etc. Voilà. Donc, quand on a un peu l'habitude, quand un astronome dit cette étoile est de type spectral B, bah, ça situe à peu près la température de surface et la couleur. Ici, on pourrait le Voilà. Voilà. Et puis notre Soleil, quand même, il faut en parler. Hein. Notre Soleil, il appartient à la séquence principale et il est de type spectral G. Voilà. Et sa classe de luminosité, c'est 5 en chiffre romain, puisque c'est la séquence principale. Voilà. On remarque aussi que là, il y a un axe gradué en magnitude absolue, mais j'en parlerai la prochaine fois. Voilà. Allez, je vais terminer par ces deux photos où on retrouve nos deux compères. Donc ces photos ont été prises dans les années 30 lors d'un congrès de l'Union astronomique internationale qui était organisé par la Société astronomique de France. Voilà. Donc ici, Russell, Hertzsprung, et puis ça c'est Jules Bayot, il était directeur à l'époque de la Société astronomique de France. Et puis comme tous les congrès se terminent par des banquets, on retrouve ici, donc c'est un banquet à la Tour Eiffel, on retrouve nos deux compères ici, Russell et Hertzsprung. Et on voit aussi, on devine ici, un prêtre. L'abbé. Ah, c'est notre fameux prêtre, Ton copain. Georges Lemaître, Georges Lemaitre. qui est à l'origine un petit peu du concept du Big Bang. Voilà, dans les années. Il n'y a pas Raphaël en bas à gauche? Et Raphaël, à gauche, Non, en haut à gauche, pardon, excuse-moi. en haut à gauche, il nous tourne le dos, il nous tourne le dos. Plus au fond, là. Plus au fond, là, par là. Il me semble que non. Bon, je crois qu'il y a Camille Flammarion aussi, quelque part. Oh là là. Quelque part ici. Ah, le maître, il est
C'est l'origine de la SAF aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui.